famille en apparence parfaite, mais derrière la façade, dites-vous, une violence absolument permanente. Vous racontez avoir subi des viols et des sévices sexuels entre 4 et 13 ans. Ce livre est la réunion de la quête d'Inès, qui devient la mienne, qui devient celle ensuite d'autres témoins. C'est une hypothèse d'enquête aussi, qui est effectivement qu'il y ait une indexation entre ce réseau pédocriminel, ce groupe pédocriminel. En tout cas, on entrevoit quelque chose qui est de l'ordre du trafic d'enfants. Ce que raconte Inès, ce sont des hommes qui s'organisent entre eux et qui commettent des crimes entre eux. Il y a élite, il y a des masques, il y a des objets, il y a des viols d'enfants. Et quand c'est raconté comme ça peut effectivement faire tout de suite mauvais canular. Parmi eux, vous désignez les éditorialistes Claude Imbert et Jean-François Revel, l'avocat François Gibault, l'écrivain Gabriel Matzneff. Ce sont des hommes à plusieurs visages. Ce sont des hommes qui ont des visages publics, ce sont des hommes qui ont des visages privés. C'est sidérant même de voir que les témoignages de ces jeunes femmes aujourd'hui se recoupent. Les hommes dont on parle, dont je parle dans ce livre, sont pas des pédocriminels d'opportunité, sont des pédocriminels idéologiques, de conviction. Ce sujet devient un sujet quand même de société de manière générale. Il se passe pas aujourd'hui une semaine en France sans qu'on parle d'affaires de ce type. Willy Ledevin, je viens de finir ton livre, Les âmes de la rue du Bac. Et vraiment, d'abord, c'est un plaisir de lecture. Je trouve que c'est un bouquin qui est vraiment très bien écrit. Et il y a une sorte de suspense. Alors, c'est une histoire évidemment effroyable, puisque ça traite de pédocriminalité ou de pédophilie, ou plutôt de viol d'enfants dans les beaux quartiers parisiens, etc. Mais au-delà du témoignage très poignant d'Inès Chatin, pardon. Au-delà de son témoignage très poignant, c'est un peu le fil rouge du livre. C'est quand même une enquête incroyable dont j'avais lu, on va dire, les prémices ou l'histoire, puisque tu es journaliste à Libération. Et il y avait eu 6 gros épisodes il y a 2 ans maintenant, 1 an et demi. À l'été 2024, ouais. Voilà. Il y a 2 ans presque. Et là, ce livre, c'est une sorte à la fois de making-of d'une enquête, et en même temps, c'est un work in progress, puisque, et c'est ce qui est assez passionnant, c'est que c'est la construction, 12 chapitres, et on avance en même temps que toi dans la compréhension de cette histoire qui est quand même très compliquée. Et puis, ce que je trouve intéressant, mais je suis un peu long dans l'introduction, mais pour que les gens comprennent parce qu'au départ, c'est un témoignage, et c'est témoin contre témoin. Et souvent, quand on est journaliste, on fait une enquête. Bon, on se dit on publie pas. T'as quelqu'un qui dit blanc, l'autre qui dit noir. Et pourquoi je lui ferais confiance? En plus, c'est des témoignages qui remontent à 30 ou 40 années. Et ce qui fait la qualité du livre et le fait que tu apportes une très grande crédibilité au témoignage de cette femme, qui est évidemment très touchante, très poignante, et d'ailleurs, il faut pas se positionner entre y croire ou pas, c'est pas le problème, c'est un témoignage. Toute l'histoire que tu racontes nous permet d'y croire, quoi. Et je voudrais, avant de te donner la parole, lire. Là, je suis long, mais c'est pour que c'est pas n'importe quelle histoire. En tout cas, à Blast, on n'a pas l'habitude où on a traité ces histoires de pédocriminalité, mais c'est des sujets un peu délicats, et on essaie d'aller au-delà des témoignages, etc. Et là, je suis content de te parler de ça et de t'écouter. Après, je t'écouterai plus que je ne parlerai. Merci, mais ou alors, est-ce que tu veux lire le truc que j'ai encadré pour que les gens voient. Et je trouve que ça dit très très bien ce qu'est le livre. Ce livre, je crois, est d'abord une tentative, celle pour un non-incesté de rejoindre le continent isolé des victimes, un territoire en lévitation, marécageux, où peu d'étrangers accostent. Car nous ne pensons pas le monde de la même façon. Nous ne mettons pas le même sens derrière chaque mot. Quand nous nous disons hallucinés de la vie menée par Jeffrey Epstein, les victimes décèlent des protections qui leur sont familières. Quand nous nous étranglons des décennies d'impunité de Matzneff, elles voient le sceau du cynisme collectif. Quand nous nous étonnons de l'épaisseur du silence, elles raillent notre indifférence. Quand nous imaginons un présent assaini, elles désespèrent de notre crédulité. Nous sommes des palindromes, des droites qui ne se croisent pas, des ghettos isolationnistes, j'ai choisi de m'en mêler.
tu as choisi de te mêler de cette histoire. Donc l'histoire, c'est... J'essaie de résumer et après tu m'expliques comment tu t'es... Et pourquoi, alors que tu traitais du terrorisme, tu traitais du Moyen-Orient, comment tu t'es lancé dans cette aventure. Donc c'est l'histoire d'une dame qui a 50 ans aujourd'hui. Ouais, 53 en septembre. Qui se souvient, tu nous expliqueras dans quelles circonstances, qu'elle a été victime de viol, mais des viols très caractérisés, je veux dire, avec des descriptions qui sont très improbables. J'essaie de trouver les mots, c'est des sujets délicats, et qui mettent en cause publiquement des gens connus, un avocat, François Gibault, Gabriel Matzneff qu'on connaît, mais aussi des éditorialistes ou écrivains comme Jean-François Revel ou Humbert, Claude Humbert, et d'autres. Et ce qui est fascinant, c'est tout ce réseau, tous ces gens qui se trouvent autour de la rue du Bac. Donc voilà, ça va le résumer à peu près. Oui. Merci de me recevoir, merci d'en parler, parce que comme tu disais, en 2024, quand la série est sortie, ça a d'abord été un immense silence qu'on a collectivement eu du mal à comprendre à Libération. Par quoi commencer ? Pourquoi je me retrouve dans cette histoire ? C'est une histoire de journaliste. Quand on rencontre, on fait un métier qui nous permet, quand on rencontre quelqu'un, d'avoir envie de le suivre ou pas. Moi, j'ai eu envie de comprendre et de suivre Inès Chatin. Je sortais effectivement de 12 années de travail sur la lutte antiterroriste, des attentats de Mera au procès de l'assassinat de Samuel Paty. Et en fait, je suis entré dans ce sujet par un peu ce prisme-là, qui est d'abord d'essayer de comprendre un phénomène criminel. Et je pense que du coup, j'avais en partie la bonne approche pour essayer d'entrer d'abord dans le témoignage d'Inès, au sens où il y a une organisation quand même criminelle qui, en l'occurrence, est très différente de ce que peut être l'État islamique, qui est quelque chose d'éminemment ennemi dans notre perception, alors que là, ce sont des hommes qui sont éminemment respectables dans notre perception. Pour autant, ils ont, d'après son témoignage, commis des crimes pendant assez longtemps, et il y a une forme d'organisation et de permissivité de ce crime qui m'a à la fois, évidemment, horrifié et en même temps, même si le mot est étrange, fasciné, parce qu'il était permis par la meilleure société française, et par l'intellectualité, et par la littérature, et par l'art, et par les bonnes mœurs, dans des beaux arrondissements, par des personnes décorées. Et j'ai eu envie de comprendre ça, en fait. Voilà. Parce pour le cas de Matzneff, on a été habitué avec le livre de Vanessa Springora. On a été aussi, d'ailleurs, elle le dit à un moment donné, elle a commencé à se souvenir, à témoigner, après le livre La Familia Grande, de Camille Kouchner. De Camille Kouchner sur Olivier Duhamel, entre autres. Ouais. Et c'est ça qui a débloqué quelque chose chez elle. Et il y a une sorte c'est un phénomène de rhizome, quoi. Il y a plein de liens. Ouais. On trouve des personnes en commun, etc. Et une des choses fascinantes de cette enquête, c'est ça. C'est c'est-à-dire qu'il n'y a pas que ces personnages-là, les hommes de la rue du Bac. On peut dire qu'ils sont une vingtaine, une trentaine. En tout cas, il y a des fantômes qui apparaissent. En plus, il y a des cérémonies masquées. Enfin, il y a des choses qui sont très étranges, mais en même temps qui sont très réelles. Alors, quand je rencontre Inès Chatin, il y a effectivement quelque chose dont je me dis tout de suite que ça va être difficile, que c'est une plongée qui va être longue, et que en fait, seul le journalisme de très long cours me permettra de résoudre. C'est le rébut initial de son témoignage qui est presque l'idéal complotiste. Voilà. Il y a élite, il y a des masques, il y a des objets, il y a des viols d'enfants.
Et quand c'est raconté comme ça peut effectivement faire tout de suite mauvais canular. Ce qui m'a permis d'entrer en réalité très rapidement en adhésion avec le témoignage d'Inès, outre sa crédibilité, sa pondération, sa précision, c'est le fait de tout de suite avoir lu les livres de ces hommes. Je suis tout de suite allé chercher des traces dans leurs mots à eux, dans leurs propos à eux. Ça a été une étape très importante et j'ai vu émerger, parce que on connaît tous, je pense, la littérature de Gabriel Matzneff, on connaît moins les écrits de Claude Imbert, ceux de Jean-François Revel, ceux de François Gibault. Il y a beaucoup de justifications de mœurs gréco-romaines chez ces hommes-là, qui, d'après Inès, sont la manière dont la pédocriminalité a été justifiée intellectuellement par ces hommes-là. Donc ça a été un premier pas pour moi. Le deuxième pas, c'est qu'elle a retrouvé chez elle beaucoup de documents, des agendas, des choses qui m'ont ramené dans cette époque et qui m'ont permis en fait de tisser des axes d'enquête au-delà de sa parole à elle, qui est évidemment essentielle, qui a été un socle. Mais Inès, et je crois que c'est très important pour le journalisme, m'a laissé travailler autour de sa parole, m'a laissé ne pas sacraliser sa parole. Et vérifier. Et m'a laissé absolument tout vérifier, rencontrer qui je voulais, ouvrir toutes les portes, et même disait des fois, ça je ne suis pas sûr, va le confronter. Va chercher si mon souvenir est exact, si cette information est exacte, si cette date est la bonne, etc. Et c'est par le journalisme et par le doute, surtout, que je mets beaucoup en scène dans le livre, que moi, j'ai réussi à me faire une conviction. Alors, ce qu'il faut dire pour que les gens comprennent, enfin, en tout cas, moi, qui avait suivi dans Libération, j'avais le souvenir de tes papiers, mais le personnage central, qui est complètement méconnu, c'est un médecin, et c'est plutôt un couple, des couples qui fonctionnent un peu tous de la même manière dans ces beaux quartiers, ouais. Un mâle dominant, agressif, frappant sa femme, ouais. Et une femme soumise qui est sauvé encore par les enfants, mais qui est le témoin quand même de ces viols. Est-ce que tu peux raconter un peu qui est ce Jean-François Lemaire, le médecin en question, et comment il a tissé son réseau, et pourquoi tu es sûr, en même temps qu'Inès, qu'il est le... Comment on pourrait... Est-ce que c'est le Deus ex machina de cette histoire ou pas ? Ça, je sais pas, ça reste une question ouverte, parce que il se trouve que, puisqu'Inès, qui est sa fille adoptive, effectivement, je vais remettre peut-être un peu de contexte, est la narratrice principale de cette histoire, on a l'impression que l'épicentre de cette histoire est le 97 rue du Bac, l'appartement donc dans lequel que cette famille occupait. Et on pourrait avoir tendance à croire que Jean-François Lemaire est l'ordonnateur des séances de viol de la rue de Varennes, dont je vais reparler aussi, histoire de vraiment représenter les faits. En réalité, on ne sait pas exactement qui a initié ces pratiques, qui organisait ces séances, qui s'y trouvait. On a le témoignage d'Inès à la fois dans sa globalité et avec ses limites, j'ai envie de dire. C'est-à-dire qu'elle ne sait pas tout. Ce qu'elle raconte, c'est que donc Inès, déjà, c'est une enfant adoptée dans des conditions irrégulières par le prisme d'un organisme d'adoption qui s'appelait la Famille adoptive française. Et la première question qui se pose dans son histoire, c'est: a-t-elle été adoptée via ses critères physiques pour subir des violences pédocriminelles? Inès Chatin est une femme métisse qui est née à Montpellier en 1973 et qui est la fille d'un homme qui était d'origine ivoirienne, qu'elle n'a pas connu. Sa mère biologique, qu'elle a retrouvée par la suite, est une ex-mère adolescente qui a grandi dans un foyer dans la banlieue de Montpellier, au nord de Montpellier.
Et Inès a été, dès ses premiers jours, récupérée par la famille adoptive française dans des conditions extrêmement troubles, qui ne sont aujourd'hui d'ailleurs pas très claires. Et dans la plainte qu'elle dépose en 2023 auprès du parquet de Paris, enfin auprès de l'Office des mineurs, enquête traitée aujourd'hui par le parquet de Paris, tout ce volet adoption fait partie des investigations. Je peux faire une petite parenthèse et une remarque. C'est assez convaincant dans l'enquête et dans le livre. Moi qui l'ai lu, je ne peux pas m'enlever de la tête que, même si on n'aura jamais la preuve, que de l'adoption au viol, il y a un continuum. On retrouve les mêmes personnes, les mêmes gens. En définitive, on a le sentiment à te lire que Inès, comme d'autres enfants, ont été adoptés pour servir à des jeux sexuels, à un aéropage d'adultes. Et c'est vrai que ça semble un peu conspi et tout ça, mais quand on te lit, il y a des faits, des dates, des gens, il y a des dénégations, il y a des préfets qui écrivent, il y a des drames, et on se dit, ouais, non, mais c'est pas possible. Il n'y a pas d'autre explication plausible que celle-là. C'est pas né du hasard. Cette famille française, cette famille adoptive française, et il y a une autre association qui s'appelle le Nid, je crois. Le Nid de Paris, oui. Ouais. Et on se dit, elle, en même temps, elle est à la quête et à la recherche de ça, d'essayer de comprendre. Et ce que je peux comprendre aussi, mais c'est une clé essentielle. Et toi, tu vas très très loin d'ailleurs, tu essaies vraiment de fouiller, quoi. C'est une intuition que nous avons d'ailleurs. Là, je peux employer le nous. Je pense que ce livre est la réunion de la quête d'Inès qui devient la mienne, qui devient celle ensuite d'autres témoins dont on reparlera peut-être. C'est une hypothèse d'enquête aussi, qui est effectivement qu'il y ait une indexation entre ce réseau pédocriminel, ce groupe pédocriminel. D'ailleurs, la question de l'emploi du mot réseau, on pourra y revenir, a été un sujet pour moi dans le livre. En tout cas, on entrevoit quelque chose qui est de l'ordre du trafic d'enfants. Et on se demande pourquoi cette jeune fille métisse est adoptée par cette famille. Et donc là, je vais essayer de répondre rapidement à ta question sur qui est Jean-François Lemaire. Jean-François Lemaire, c'est un médecin qui, à la base, ne vient pas d'une famille particulièrement argentée, qui se marie avec Lucienne Chatin, la maman d'Inès, qui, elle, est une descendante d'une grande famille d'industriels lyonnais, pour le coup, avec beaucoup de moyens et beaucoup de patrimoine. Et ils vont acquérir le 97 rue du Bac, qui est un appartement très particulier, qui est l'ancien salon littéraire de la princesse de Salm et qui appartenait avant à la famille d'Ormesson. Quand les Lemaire vont acquérir cet appartement, il va devenir en fait une sorte d'instrument de pouvoir pour Jean-François Lemaire qui va y organiser des dîners mondains mirifiques dans lesquels va se presser le tout Paris clinquant. Il y a ça qui va de la Giscardie, il y a des membres de la famille Giscard d'Estaing, d'anciens ministres de ce gouvernement, des secrétaires d'État, Michel Guy, secrétaire d'État à la culture, Perfit, qui a été ministre de la Justice. Il y a même Pierre Messmer qui apparaît dans les livres d'or et dans les agendas, donc ça nous situe à un très haut niveau dans la société de l'époque, y compris à l'échelon politique. Il y a surtout énormément de personnes du monde de la culture, des arts, de la littérature, etc. Et c'est dans cette haute société-là que vont être organisées ce que raconte Inès, des séances, elle les nomme comme ça. Alors elle dit des jeux dans son vocabulaire qui éraille les oreilles, et donc moi je n'emploie pas ce terme, des jeux sexuels où elle va raconter que des enfants sont amenés, plusieurs enfants sont emmenés dans un appartement de la rue de Varennes qui appartient à une grande famille vénitienne, italienne, qui fait aujourd'hui l'objet d'investigation de l'Office des mineurs, et que dans cet appartement-là, sans qu'elle ne puisse dire une notion de fréquence, des enfants étaient rassemblés et subissaient pour les jeunes filles des pénétrations avec des objets métalliques qui étaient des objets d'art ou des pièces d'argenterie, avec des petits garçons qui, eux, étaient chargés de regarder, comme s'il s'agissait de rites d'initiation
de reproduction, de génération en génération, de deux choses, de violence sexuelle, mais aussi surtout de domination des petits garçons sur les petites filles. Et ce qu'elle raconte, et qui fait possiblement l'articulation avec la filière d'adoption dévoyée, c'est qu'elle raconte, dans son souvenir, et en tout cas elle est sûre de ça, il y a des choses, elle dit je ne sais pas, ça elle dit qu'elle est sûre d'elle, les jeunes garçons étaient tous blancs de peau, et les jeunes filles étaient toutes d'origine étrangère et avaient la peau mate ou étaient métisses. A-t-elle été adoptée via ces critères physiques? La question est pleine et entière. Parce qu'il y en a d'autres d'enfants métis dont tu vas retrouver la trace. Absolument. L'autre passerelle possible, et là-dessus, la présomption d'innocence, évidemment, de François Gibault demeure, mais ça nous pose beaucoup de questions, auxquelles François Gibault ne répond pas du tout. Donc elle désigne parmi les agresseurs qui étaient, selon elle, rue de Varennes, l'avocat François Gibault, son père adoptif Jean-François Lemaire, les éditorialistes Claude Imbert et Jean-François Revel, et Gabriel Matzneff. Ça, ce sont les hommes qu'elle affirme reconnaître à 100%. Elle dit qu'elle est sûre que ces hommes-là étaient présents. Il y avait d'autres hommes. Qui étaient-ils? Là, elle a un doute, elle ne sait pas. Et elle ne se hasarde pas. Elle reconnaît un architecte à la voix, elle a quand même des indices précis. Elle a des indices sans être absolument formel que cet architecte fait partie des gens qui, potentiellement, l'auraient violé. Ce qui est intéressant avec François Gibault, c'est que son nom figure sur une copie du jugement d'adoption d'Inès, qui est daté de 2000, donc très postérieurement à son adoption, qui, elle, a été formalisée en 1974. Ce qui est intéressant, c'est que François Gibault était l'avocat de Jean-François Lemaire. Jean-François Lemaire, qui était donc un médecin expert auprès des assurances, qui a été condamné dans l'affaire Cœur Assistance, dans laquelle figuraient Bernard Tapie et Mességuier et d'autres personnes, et qui a commis plusieurs escroqueries aux assurances dans sa vie, qui a donc été condamné pénalement, mais qui a fait l'objet, et ça, elle dispose de tous les documents qui le montrent, qui a fait l'objet d'une indulgence absolue de la part de la justice, parce qu'elle a retrouvé chez elle, quand ses parents adoptifs sont morts, des écrits, des documents, des lettres qui ont été envoyées par des amis de Jean-François Lemaire pour que son casier judiciaire, par exemple, soit effacé, et pour qu'il puisse obtenir la Légion d'honneur. Et encore une fois, il faut se replacer dans un homme qui a un immense réseau. Tu peux situer au niveau des dates, on est de quand à quand Alors, ce qu'elle dénonce, c'est passé, selon elle, aurait commencé en 1977 et ce serait terminé en 1987. Alors, il y a deux types de faits. Les séances, elle les place de 1977 à 1981, à peu près. Et ensuite, elle dénonce d'autres faits qui, là, sont des viols commis par Claude Imbert et par Gabriel Matzneff sur elle-même individuellement, hors séance collective, et qui se sont passés chez Claude Imbert, rue du Cherche-Midi, chez Claude Imbert dans sa maison à Pérois en Suisse, et Gabriel Matzneff l'emmenait à l'hôtel Pont-Royal, qui est, pour faire simple, sur les quais de Seine, près de la rue du Bac. C'est des scènes incroyables, puisqu'il arrive avec une gamine qui a quel âge? Elle avait 10 ans, 11 ans, un truc comme ça. Moins. Et à l'hôtel, les gens, ça passe, Matzneff monte dans la chambre, il la sodomise, il fait tout ce qu'il a à faire, et puis elle redescend. Il y a quelque chose oui. Cette histoire m'a été racontée pour le coup des dizaines de fois, de Matzneff déambulant dans le quartier avec des adolescentes qui n'étaient jamais les mêmes. Il allait chez son éditeur, chez son avocat. C'est aussi ce que raconte Vanessa Springora dans son livre. À l'époque, elle est mineure, elle est adolescente, elle est avec lui, elle déambule avec lui dans Saint-Germain-des-Prés. Ce qu'il faut dire, c'est que tout le monde, enfin tous ces protagonistes à qui tu as écrit, ni ceux qui sont morts, évidemment, ils peuvent pas nier, mais leurs enfants nient. Enfin, si je me trompe, tu me le dis. Hein. Et par contre, Matzneff t'a écrit.
il te fait une lettre, cher monsieur, etc. Donc il nie, et il chute, je vais lire la fin de sa lettre. Il te dit, je profite de cette occasion pour vous dire ce que j'ai déjà dit à monsieur Oliven, puisque il a écrit à Libé pour se plaindre de ton papier. J'étais fort surpris, et ce surpris est une litote, que les articles où l'été dernier, si ma mémoire est bonne, Libération a détaillé les accusations me concernant de la fille adoptive du docteur Lemaire, comme si c'était des paroles d'évangile, alors qu'elles sont de la première à la dernière ligne un mensonge, une diffamation. Je vous donne ma parole d'honneur. Je vous jure sur ce que j'ai de plus sacré au monde, que dans le présent courriel, je vous écris la stricte vérité. Veuillez croire, monsieur, etc., etc. Donc, il donne un certain nombre d'éléments. C'est là où c'est compliqué pour toi, parce que quand tu reçois un courrier comme celui-là, tu te dis quoi ? La parole d'honneur de Gabriel Matzneff, personnellement, je ne sais pas ce qu'elle vaut. Moi, après, je fais du contradictoire, je fais mon travail dans les règles du droit qui régissent notre profession, et c'est bien normal. Moi, je trouve le courrier final de Matzneff absolument fou. Il y a effectivement ce passage final. Faut quand même noter avant la façon dont il qualifie les faits et les mots. Il emploie le terme de coquinerie. Moi, je trouve sa réponse abjecte. Il y a pour moi quelque chose de l'ordre de la toute puissance dans la façon dont il me répond. C'est-à-dire qu'il me fait quasiment sa déambulation culturelle rue de Varennes en disant qu'il allait voir Aragon rue de Varennes et que, je sais plus, il cite un institut italien. Voilà, pression qu'on est dans quelque chose de parfaitement anecdotique. Voilà, j'ai un petit bout de lumière, je le réutilise et puis au passage, je vous raconte un peu ma vie, je vous refais mon journal de bord comme si tout ça était parfaitement et anecdotique, et pas grave du tout. Et donc moi, j'ai été extrêmement choqué. Après, de toute façon, Matzneff, il a toujours... alors, c'est très ambigu, c'est un personnage très ambigu, parce qu'à la fois, il a toujours, évidemment, professé, fait de l'apologie de ses mœurs avec des mineurs, et en même temps, à chaque fois qu'il a été incriminé dans une affaire judiciaire, il a toujours fait des dénégations. Moi, je pense que c'est quelqu'un qui a une notion extrêmement fine de ce qu'est la prescription. Il a une façon dans ses journaux de bord de dire des choses et d'en invisibiliser d'autres. Moi, je pense que c'est quelqu'un qui joue de masque aussi. Il y a quelque chose de très intéressant qui est développé dans la littérature de Matzneff et qu'on retrouve chez Jean-François Lemaire, c'est la notion de Janus bifront. De Janus bifront que je développe dans le livre, c'est-à-dire qu'en fait, c'est des hommes qui ont énormément de culture et de références gréco-romaines. Et qui écrasent les autres. Et Janus bifront, c'est le dieu aux deux visages. Mmh. Et en fait, ce sont des hommes à plusieurs visages. C'est-à-dire que ce sont des hommes qui ont des visages publics, ce sont des hommes qui ont des visages privés, ce sont des hommes qui existent en société. Et en l'occurrence, ce qu'on entrevoit là, ce sont des hommes qui s'organisent entre eux. En tout cas, ce que raconte Inès, ce sont des hommes qui s'organisent entre eux et qui commettent des crimes entre eux. Donc il y a ce qui est visible et il y a ce qui est invisible. Et cette notion de Janus bifront, c'est très intéressant parce que c'est un dieu au double visage. Ce sont des hommes masqués. Et Matzneff le développe dans ses livres, il explique « Nous sommes condamnés à être des Janus bifront car la société condamne nos mœurs ». Et Jean-François Lemaire, quand il est décédé, l'Académie des sciences morales et politiques a fait une nécro de lui, elle l'a qualifié de Janus bifront, ce qui quand même est assez troublant, et ça Inès le raconte, et moi j'ai été assez étonné de voir les pièces du puzzle réellement s'imbriquer. Ce qu'il faut dire aussi, ce qui est particulièrement et qui crédibilise beaucoup le témoignage d'Inès, c'est les bandes magnétiques. C'est-à-dire que Inès est allée voir son père adoptif dans un EHPAD et il revendique sa pédophilie. Ouais. Et c'est assez glaçant. Enfin, c'est à la fois glaçant et puis d'une totale sincérité, quoi. Quand ils ont 2 ans, les gosses n'y passent pas. Puis quand ils en ont 4, ils y viennent progressivement. Celui qui joue un rôle moteur n'est pas le gosse. Après, si. Après, ils sont en train d'attirer les vieux messieurs à la vitrine des marchands de tabac pour s'en faire une proie. C'est certain.
Le responsable, c'est le gosse. Au départ, mais sans arrière-pensée. C'est très important parce que, après, on parlera peut-être de comment, effectivement, la bonne société germano-pratine, si on peut l'appeler ainsi, a tenté de faire dérailler l'histoire. Parce qu'effectivement, quand les papiers dans Libé sont sortis, il y a eu en coulisses des vents mauvais pour expliquer qu'Inès n'était pas crédible, etc. Et ce qui a été important, effectivement, dans la fabrication de cette enquête, c'est de disposer de ces audios, qui sont une preuve, effectivement, quand même, elle, objective et non discutable, même si certains ont quand même tenté de discuter ces bandes audio, de ce que Jean-François Lemaire admettait avoir commis sur 16 enfants. Comment ça se passe ? On est effectivement à la fin de sa vie à l'EHPAD. Jean-François Lemaire est quelqu'un qui n'a jamais pâti d'une quelconque dégénérescence de sa santé mentale, donc il était parfaitement lucide. Et en fait, la difficulté qu'avait Inès de lui poser des questions de manière directe, parce que le sujet est vertigineux, et d'interroger son père sur ce sujet, d'introduire en tout cas le sujet, était impossible pour elle. Elle lui a mis la Familia Grande de Camille Kouchner dans les mains, en lui disant « Je veux que tu lises ce bouquin, mais j'aimerais que nous en parlions ». Et d'ailleurs, on voit très bien l'idéologie pédocriminelle de Jean-François Lemaire, et moi j'insiste vraiment, les hommes dont on parle, dont je parle dans ce livre, sont pas des pédocriminels d'opportunité, sont des pédocriminels idéologiques, de conviction. Et c'est réellement ce qu'on entend sur ces bandes audio. Tu dirais la même chose de Jean-François Revel, ou tu le différencies des autres ? C'est plus difficile, Jean-François Revel, j'y reviendrai, parce que Jean-François Revel, il a des mots qui, pour moi, ne trompent pas dans ses écrits, et en même temps, lui n'a jamais fait de revendication intellectuelle comme Matzneff ou Lemaire peuvent le faire de la pédocriminalité. Était-il plus malin ? Voulait-il que ce soit plus caché ? En réalité, ça, je ne sais pas. Mais il y a des traces aussi dans ses écrits, on pourra y revenir. En tout cas, Jean-François Lemaire, lui, il se cache pas du tout. Il explique que c'est un bienfait pour l'enfant de l'éduquer sexuellement. Il se réfère aux mœurs gréco-romaines, enfin grecques en l'occurrence, de la pédérastie, et surtout il a ce propos, il dit il faut ouvrir la voie aux enfants. Et il est extrêmement clair sur ces audios, et d'ailleurs, dans le cadre de la promo du livre, on a fait quelque chose que moi je pouvais pas faire dans le cadre de la presse écrite avec Libé, c'est que quand on nous le propose et quand on a l'occasion, on en diffuse ces bandes audio. Tu nous en passeras, on mettra en illustration du... Mais pourquoi pas ? Parce qu'on l'a fait sur France Inter et on l'a fait sur Arte, et en fait ça fait tout autre chose d'entendre le ton. Exactement. D'être glacé par le ton, qui est un ton froid, qui est un ton professoral, clair, qui est un ton quelqu'un qui ne doute pas de ce qu'il dit. Et donc, évidemment, à partir de ce moment-là, en tout cas pour la dimension incestuelle, on voit très bien que Jean-François Lemaire est convaincu par ce qui s'est passé. Je veux juste ajouter quelque chose d'important, c'est la notion de tuteur dans le développement de cette idéologie. C'est-à-dire qu'en fait, Inès Chatin, elle raconte que ces hommes avaient des fonctions d'élévation pour elle dans la société. Jean-François Lemaire considérait que éduquer sexuellement les enfants était permis. Mais c'était un des axes de l'éducation, c'était pas le seul. Jean-François Lemaire voulait que ses enfants soient journalistes ou cuisiniers ou avocats, qui étaient ses trois grandes fascinations. Lemaire, il aimait l'histoire, il aimait Napoléon, il a écrit des livres d'histoire, il était très situé dans cette société intellectuelle et littéraire, donc devenir écrivain, devenir journaliste, pour lui c'était quelque chose de souhaitable pour ses enfants. Et donc, Inès raconte que quand elle allait chez Humbert, elle subissait des viols, mais en même temps, il lui faisait sa culture générale. Et une des scènes les plus glaçantes, moi je trouve, même si c'est compliqué d'hiérarchiser, qu'elle m'a raconté, c'est que quand Matzneff vient la chercher au 97 rue du Bac et l'emmène à l'hôtel Pont-Royal avant de commettre des viols sur elle, il parle de poésie et de comment on écrit de la poésie. Et en fait, Matzneff était son tuteur littéraire. Il parlait de rythme, il parlait de rime, il parlait de quatrain, d'alexandrin, il parlait de strophes, en fait, avant les viols. La première chose une des choses que va faire Inès,
qu'elle regrette un peu aujourd'hui, c'est d'écrire un livre pour plaire à son père, quelque part. Ouais, elle a écrit un roman qu'elle a écrit à une époque de sa vie où elle pensait encore pouvoir et devoir écrire, et c'est très douloureux pour elle d'avoir écrit ce livre-là. Et quand la série dans Libé est sortie, elle a été beaucoup plus démarchée que moi par des éditeurs. Elle en est incapable. Et elle dit, je n'écrirai jamais une ligne, je concrétiserai ce qu'il voulait que je devienne. Et ça, c'est impossible. Je ne le ferai pas. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'elle m'a dit, c'est à toi de le faire. Voilà. Mais pour que les gens comprennent aussi, je vais lire, c'est tout au début du livre, cette fameuse rue du Bac, quoi. Il y a quelqu'un qui te dit, si Paris était le centre du monde, la rue du Bac serait le centre de Paris. Et tu ajoutes, ce qu'incarne le 97, donc rue du Bac, est en effet indissociable de la notion de pouvoir qui guide la pédocriminalité. Qu'est-ce qu'un inceste ou une violence sexuelle imposée à un enfant, si ce n'est la manifestation la plus ultime de la toute-puissance ? Au 97, tout était façonné dans la démesure, de l'escalier somptuaire au plafond classé style empire. Les pièces en enfilade égrenaient leur lot d'enluminures, bibliothèques, bureaux et boiseries. Posséder cet appartement conférait à son hôte une puissance de classe, tel un roi recevant son palais. Imaginer des enfants en train de jouer paraît d'ailleurs totalement incongru, comme si deux petits êtres en couleur fusée d'une photo en noir et blanc. Petite, Inès n'avait pas de jouets, elle observait les adultes et s'occupait en silence. Ça, c'est ton livre aussi, parce que tu réussis avec peu de mots, quoi. C'est de la littérature, c'est du gonzo-journalisme, je sais pas comment appeler ça, mais on comprend, enfin, je veux dire, c'est pour ça que enfin, je veux dire, tu as réussi quelque chose d'important, parce que tu donnes une couleur, une parole, non, c'est difficile, c'est un sujet qui est scabreux, et par ton travail, qui est quand même lent et long, tu arrives à nous... moi, quand j'ai commencé à ouvrir le livre, je savais pas, et tout de suite, t'es pris par c'est la manière dont tu le racontes, quoi. C'est pour ça que je voulais lire ce passage. Tu es allé sur place J'ai pas pu rentrer dans l'appartement qui a été racheté maintenant par des propriétaires qui sont pas très contents de cette publicité. De voir le passé, en tout cas, de leur lieu. Après, je suis rentré dans le hall, je suis rentré dans la cour, je suis rentré dans l'escalier. Enfin, l'escalier est toujours le même, hein, donc il est toujours là. Par contre, il y a beaucoup de photos d'époque. Donc Inès a beaucoup de photos d'archives de l'époque. C'était effectivement c'était un appartement bibliothèque, c'est vraiment un salon littéraire. Et ce qui est très frappant, c'est qu'à aucun moment on imagine des enfants habiter là. Alors Inès a un frère, Adrien, je ne me trompe pas. Hein, Est-ce que tu peux raconter un peu le destin séparé de ces deux personnes ? Comment ça... Puisque toi, tu as essayé évidemment de lui parler, tu échanges avec lui. Et qu'est-ce que tu peux dire sur cette fratrie ? Ça a été un des axes les plus difficiles du livre, et ça reste le sujet, je pense, le plus difficile du livre, et ça reste la zone la plus douloureuse aujourd'hui de l'histoire d'Inès, mais qui est peut-être aussi la plus importante, et qui véritablement fonde son désir de parole, qui peut-être n'a pas été compris, je refais une incise, mais qui est vraiment importante à l'époque de la série de Libé. Quand la série de Libé sort en 2024, Inès nomme le passé. C'est très spectaculaire, voilà, c'est un choc, mais effectivement, c'est le passé. Et elle ne parle qu'au passé. Et je ne sais pas si à l'époque, il était possible de vraiment tirer la mesure et d'avoir la compréhension générale de pourquoi elle décide aujourd'hui de parler, et surtout aussi de nommer des gens qui étaient décédés, alors même qu'elle dit qu'elle ne leur souhaite pas forcément ni la détention à l'âge qu'ils ont, etc., etc. Ce qui fait en fait qu'elle parle, c'est pour interrompre ce qu'elle nomme la reproduction. C'est-à-dire que parce qu'on est dans de la pédocriminalité d'idéologie, et qu'elle a la très forte intuition que ce qui se passait rue de Varennes, c'était un rite de transmission aux jeunes garçons qui participaient à ces séances, ces jeunes garçons pourraient avoir une inclination à reproduire ce que Jean-François Lemaire et certains de ses amis ont fait. Et donc, il y a effectivement cette fratrie qui est une fratrie aujourd'hui déchirée. Son grand frère, que j'appelle Adrien dans le livre, a également été adopté
lui aussi, c'est pas un enfant biologique. Lui, néanmoins, est un garçon qui a la peau blanche et qui, en fait, d'après Inès, est destiné à incarner la nouvelle génération de cette famille. En tout cas, lui, il a la façade sociale qu'on imagine être la façade sociale d'une famille du 7e arrondissement, ce que n'a pas Inès, en tant que jeune femme d'origine ivoirienne. Elle a une grande crainte, qui est que son frère ait pu, et elle n'a pas que des craintes, elle a aussi des indices, elle a aussi des éléments matériels, qui lui laissent penser que son frère pourrait, si ce n'est reproduire les crimes, être à minima dans l'esthétisation du corps des enfants. Et ça, pour elle, c'est pas possible, c'est pas admissible. Parce que elle et son frère ont eu eux aussi des enfants, et qu'à un moment, elle explique que sur la pédocriminalité, on a toujours une génération de retard. Et ce qui interrompt la reproduction éternelle du système incestuel et pédocriminel, c'est de parler. À partir du moment où on parle dans une famille, on interrompt la reproduction au sein du noyau familial. Et c'est ça qu'elle veut faire. Et elle dit, moi, je veux être un grain de sable. Et elle fait part de crainte, de ce que pourrait... de ce que pourrait penser et de ce que pourrait imaginer faire son frère, qui lui a quitté le territoire français dans des conditions extrêmement drastiques. Il est parti d'un coup. Il fait sa vie en Amérique latine, extrêmement loin d'ici. Il est à ce stade, de mon point de vue, dans une forme d'obstruction totale à parler, ne serait-ce qu'à parler du passé. Mais quand même, ce qu'il faut dire, c'est qu'il l'a soutenue en disant que ce qu'elle dit n'était pas délirant et qu'il souscrivait à son témoignage, ce qui est troublant aussi. Il la soutient en disant tu parles de toi, tu parles pas de moi. Ce qui pour moi a été difficile à comprendre. Il a semé des traces derrière lui dans leurs discussions privées que moi j'ai pu voir et qui, pour moi, ne laisse peu de place au doute sur ce qu'il a pu vivre lui aussi. Il a participé à ces fêtes orgiaques, là, ou pas, lui? Elle a des souvenirs de sa présence? J'ai pas le souvenir dans le livre. Elle dit que oui. Elle dit que oui. Lui ne dit rien de ça. Elle dit que oui. Alors, je parle des séances de la rue de Varennes. Elle dit que oui. Lui est dans une forme d'obstruction totale, mais la question étant, moi j'ai parlé à beaucoup de gens de leur entourage, à des amis communs, etc. Peu de gens croient qu'il soit parfaitement extérieur à cette histoire. La question étant que pour l'instant, lui ne dit rien. Et dis-moi, le personnage de la mère, Lucienne Chatin, on a l'impression que Inès essaie de la sauver un peu, mais pas. Il y a quelque chose une zone noire là. On ne comprend pas qu'elle ne puisse pas savoir. Elle pense que, comme souvent dans ces cas-là, qu'elle est peut-être restée pour protéger, sinon ça aurait pu être plus grave. Comment toi, après ton enquête, tu analyses ça? C'est un des mystères, le personnage de sa mère, qui est pour elle, elle le dit, elle tient à le dire, et du coup je le dis pour elle tient vraiment à dire que sa mère était la seule lumière dans un océan d'obscurité. Elle s'est attachée à la figure de sa mère et elle a même eu besoin de penser pendant très longtemps, y compris à l'époque où moi je la rencontre, que sa mère n'était dans la confidence de rien. C'est effectivement difficilement imaginable. On n'a pas les clés, en fait, sur ce qui fait que cette femme... très jolie, très distinguée, très érudite. Pourquoi elle se tape un connard pareil? Excuse-moi. Se marie à cet homme qui, effectivement, n'a pas grand-chose pour lui. Qui vote Le Pen, qui est raciste, qui est violent, qui la traitera mal du premier au dernier jour de leur mariage. Mais pourquoi alors? Qu'est-ce qui fait que... C'est parce qu'ils sont catholiques, on ne divorce pas dans ces familles? C'est ce que tu écris un peu, mais même... C'est des clés... Alors, il y a quelque chose qu'on entrevoit, je dis bien entrevoir, qui est que c'est une union contractualisée. Ce qui se fait, ce qui se faisait, ce qui se fait peut-être encore parfois dans les familles de ce type de quartier, c'est-à-dire qu'il y a des archives dans lesquelles on a retrouvé des lettres
notamment une qui est extrêmement éloquente, que je cite dans le livre, où Jean-François Lemaire développe toute une argumentation pour la convaincre de se marier avec lui, en faisant quasiment les plus, les moins, et en lui disant, voilà, toute la liste des avantages, en lui disant, je sais très bien que je suis le mauvais cheval, mais en gros, si vous vous mariez avec moi, il se vous voyait, vous accéderez à ça, à ça, à ça, à ça, à ça. Qu'est-ce qu'elle allait chercher à ce moment-là? C'est extrêmement difficile de savoir. Ce qu'on peut dire, c'est qu'elle se marie très tard. Elle a presque 40 ans, 37 je crois de mémoire, ce qui est extrêmement tard dans ce type de famille, effectivement très religieuse. Elle était extrêmement pieuse. C'est très difficile de comprendre. Il y a François Gibault, l'avocat, je crois, qui dit à un moment donné que c'est un mariage qui n'a jamais été consommé. Voilà, c'est ça qui est très important en revanche, c'est que c'est un faux couple. Ça, c'est extrêmement clair. Jean-François Gibault lui-même qualifiera ce couple de mariage blanc, de manière assez... Enfin, sans aucun doute, Jean-François Lemaire était homosexuel. C'est un mariage qui n'a pas été consommé. Ça, c'est rapporté, effectivement. Il est probable que ce soit effectivement pas le cas. Ce qui est clair, c'est qu'on est face à une fausseté de manière générale. Et là où, encore une fois, la question de l'adoption est essentiel dans cette histoire, à la fois pour Inès, mais pas que, pour comprendre aussi les dynamiques pédocriminelles, c'est que, en fait, c'est un faux couple, que des gens le savent, et que pour autant, des enfants vont être adoptés par ce faux couple, par des gens qui vont être la caution de cette adoption. Et Inès Chatin parle notamment de sa tante, qui s'appelle Catherine Malle, qui est nommée dans le livre. Qui est la sœur de Louis Malle. Qui est la sœur du cinéaste Louis Malle, et à laquelle elle en veut beaucoup, parce qu'elle est marraine, Catherine Malle, et qu'une marraine, normalement, a un rôle de protection dans ces familles. C'est pas que symbolique d'être marraine. Et elle ne comprend pas, en fait, aujourd'hui, pourquoi des gens, Catherine Malle, François Gibault, ont permis, en fait, si ce n'est pour de mauvais motifs, mais à permettre que des enfants soient adoptés par cette famille. Il y a le témoignage, tu parles de Catherine Malle, ça fait penser à Robert, son époux, ouais. Je pense ne pas me tromper, ouais. et qui, vers la fin de sa vie, va dans un témoignage où il est tout en pleurs et en aveu, quoi. Alors, moi, je franchis pas quand même comment dire, Alors, est-ce que ce sont des aveux? C'est une question. Ce qui est vrai, c'est qu'il y a Pourquoi il pleure? Pourquoi il est aussi... C'est une question. En tout cas, elle est absolument formelle. Il est dévasté devant elle, son oncle, qui est le frère de Lucienne, le frère de sa maman, qui est complètement dévasté. Et qui a l'air pétri de remords, qui pleure, dit-elle, comme un enfant devant elle. Elle dit que c'est très impressionnant parce que c'est un homme d'une classe aussi, d'une érudition. Un haut fonctionnaire, on est dans un milieu... Qui est quelqu'un qui avait beaucoup de prestance et qu'elle aimait par ailleurs beaucoup et qui va littéralement s'effondrer devant elle, sans qu'elle ne puisse comprendre la signification exacte de ses larmes. Mais pour elle pense que quelque chose ne lui a pas été dit, évidemment. Alors, dans ton enquête et dans son enquête à elle aussi, il y a quelque chose qui vient corroborer le témoignage d'Inès, c'est le témoignage d'autres femmes, d'autres enfants que tu vas retrouver. Et il y a j'aimerais que tu en parles un peu. Enfin, il y a des scènes. J'ai plus le nom en tête, mais il y a cette petite fille aujourd'hui qui est une femme qui raconte chez son père, je crois, qui était architecte brisilier. J'espère ne pas. Oui, Mathilde Brisilier. Ouais. Dans une trappe dans laquelle les enfants se retrouvent. Enfin, et ça, c'est la fille même qui le dit, quoi. Enfin, il y a des liens. Et c'est fascinant, c'est un mot qu'on utilise beaucoup ce soir, mais c'est très... c'est sidérant même de voir que les témoignages de ces jeunes femmes aujourd'hui et de ces enfants qui sont devenus adultes se recoupent et décrivent toutes des scènes à peu près similaires, mais qui vont dans une sorte d'horreur, quoi. Et d'angoisse. Je pense à cette trappe parce que ça m'a marqué quand je l'ai lu sous ta plume. Oui, il y a une forme de, comment dire, c'est pas de résonance, c'est même de mimétisme
entre le témoignage de plusieurs personnes, de plusieurs femmes qui témoignent dans le livre, même si aujourd'hui on a aussi le témoignage de Romain Lemire, qui a écrit un livre et qui raconte l'inceste commis par son père à l'époque, et qui évoque aussi beaucoup de choses, la fratrie Lemire qui est issue du même monde, de la même société que celle d'Inès. On voit des mimétismes en fait dans la façon dont les passages à l'acte sont commis, et donc il y a effectivement dans le livre l'histoire de Mathilde Brasilier, qui est la fille de Jean-Marie Brasilier, qui était un très grand architecte français, qui a été prix de Rome, qui a occupé la Villa Médicis, qui était prof aux Beaux-Arts de Paris. Qui a failli faire Beaubourg, qui s'est fait avoir. Qui a failli faire Beaubourg, enfin qui a participé au concours en fait, effectivement qui a concouru pour obtenir la création de Centre Pompidou. Il l'a pas eu. Et lui, en fait, effectivement, d'après Mathilde Brasilier, sa fille, donc a commis un inceste sur elle, mais aussi sur potentiellement plusieurs membres de sa fratrie, dont au moins un, qui est un fils qui s'est suicidé en se jetant de Beaubourg. Ouais, C'est-à-dire que, et là on est vraiment dans une symbolique terrible, c'est-à-dire que le fils a fait le geste de sauter du toit de l'immeuble que son père aurait aimé fabriquer. Et donc Jean-Marie Brasilier avait une agence d'architecture qui était près de la place de l'Odéon, et dans laquelle il y avait une trappe qui menait à un sous-sol, et qui en fait est une trappe avec un isolement phonique. Et quand les enfants étaient en fait dans le sous-sol, on ne pouvait pas les entendre crier. D'ailleurs, je me suis posé une question, mais ça c'est une question personnelle. Donc ça fait maintenant 2 ans, 3 ans que tu baignes dans cet univers-là, que les gens t'appellent, qu'il y a eu le papier de Libé, etc. Et toi, en tant que journaliste ou en tant qu'homme, le fait d'être le réceptionnaire de ces témoignages, de devenir une sorte de confident ultime, parce que tu as une extériorité, mais en même temps tu es obligé d'avoir une sorte je sais pas comment dire, de compassion à l'égard de ces personnes. Est-ce que ça a changé ta vie, ton mental, et comment tu te sens à force de vivre dans cet univers-là ? C'est une bonne question. Ça a été vraiment très dur, et ça l'est toujours. Ça a été 2 ans et demi, effectivement, extrêmement difficile. J'en parle un tout petit peu à la fin du livre, sans être peut-être allé au bout de l'impact que ça a eu sur moi, qui a été un impact vraiment total, mental, physique, extrêmement douloureux. Ce qui a été le plus dur, j'essaie en tout cas de le raconter comme ça, moi j'ai dû faire un chemin que je qualifie de cognitif vers ces témoignages et vers ces histoires. C'est-à-dire que quand on reprend l'extrait que tu m'as fait lire au début, quand on n'est pas victime de ce type de fait, moi j'ai la chance de ne pas avoir vécu ça, je pense qu'on est des êtres humains qui ne pouvons pas vraiment le concevoir. On ne peut pas, je pense, penser le monde comme ça. Et moi, j'ai dû me projeter et me mettre à penser le monde comme ça. J'ai dû admettre qu'une telle violence, qu'une telle horreur soit possible. Déjà, c'est extrêmement déstabilisant. Mais ce qui l'est d'autant plus, c'est de l'être aussi dans la peau d'un journaliste, c'est-à-dire de devoir bâtir aussi une enquête avec ça qui se tient, avec toutes les difficultés inhérentes à la fragilité, effectivement, de la parole, etc., d'être aussi contesté comme journaliste. Donc ça a été en fait un double élan des 2 identités qui sont les nôtres quand on est journaliste, de l'individu et en même temps du journaliste, de devoir à la fois me protéger pour ne pas dérailler, pour ne pas écrire de choses qui pourraient être condamnables pénalement, de se protéger dans des affaires et des témoignages qui sont extrêmement difficiles, et en même temps de pouvoir y souscrire comme être humain. Le doute a été tellement envahissant que c'est la chose dont j'ai le plus souffert. Non pas parce que je ne croyais pas ce qu'on me disait, mais parce qu'à chaque fois, les tentatives de m'expliquer que je me perdais en chemin étaient pour moi extrêmement violentes. C'est-à-dire qu'en fait, on ne me répondait pas de manière rationnelle, on me disait toujours « mais t'es fou ».
En fait, t'es complètement fou. Dans ton entourage, tes amis ou des collègues, même la sphère intime, où je voyais qu'au bout d'un moment, des gens que je fréquentais parfois me suivaient pas. Me suivaient pas forcément. Ça, c'est très violent, par exemple, de se rendre compte que ses amis se demandent si au bout d'un moment on n'est pas un peu illuminé, si on va pas trop loin, si on se perd pas en cours de route, si on perd pas les pédales. Moi, des gens venaient me voir et me racontaient comme enfin, c'est pas possible. Voilà, t'es fou. Voilà. Et en fait, quand on vient invalider un chemin qui dure depuis 2 ans, une conviction qu'on se forge, et effectivement que tu as connue dans des affaires dont on t'a déjà parlé, et qu'on t'explique qu'en fait, t'es fou, que t'es plus dans l'acceptable, que t'es plus dans la société, que t'es plus dans la normalité, que t'es dans les marges, que tu perds les pédales, c'est extrêmement violent, en fait. Est-ce que, justement, tu dis que tu étais habité par le doute et que... est-ce qu'il y a eu... Comment ça s'est fait, ta conviction que tu étais dans le juste et qu'il avait raison, tu devais y aller? Est-ce qu'il y a eu un moment bascule? Est-ce qu'il y a eu quelque chose où tu t'es dit, là, j'ai franchi une étape et je suis sûr qu'elle a raison, qu'il faut que j'aille au bout? Ou est-ce que ça s'est fait progressivement? Est-ce qu'il n'y a pas de moment bascule? Ça s'est fait vraiment progressivement avec le journalisme comme un moyen, en fait. Et je pense que ce livre, c'est vraiment quelque chose de... Bon, voilà, on est journaliste, on fait du journalisme, mais il y a vraiment quelque chose de la démarche qui est vraiment très ancrée du journalisme d'investigation, sans procédure judiciaire, parce que même s'il y en a une, les faits sont prescrits, les enquêteurs avancent à tâtons et de manière... Mais parce qu'il y a une information d'ouverte. Ouais, c'est une enquête préliminaire, exactement. Mais j'ai peu de support judiciaire, donc c'est une vraie enquête, voilà, qui se bâtit sur des archives, etc. Il y a plusieurs moments. Il y a d'abord, moi, ce qui est très important, je pense, c'est de resituer Inès dans sa posture. Quand vous avez un témoin qui vous dit « je sais » et qui vous dit « je sais pas », déjà, c'est extrêmement important. Moi, j'ai jamais été face à quelqu'un qui a cherché à m'en dire plus que ce qu'elle ne savait, qui a jamais voulu en faire trop, qui a toujours mis les limites aux bons endroits dans son témoignage. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point qui a été extrêmement important, c'est l'expertise psy extrêmement poussée qu'elle a passée. Elle m'a autorisé à parler longuement avec son thérapeute, qui, lui, est extrêmement clair sur la façon dont sa mémoire, ses souvenirs sont bâtis. Et ce qui est très important d'expliquer, c'est que Inès n'a pas des résurgences de souvenirs quand elle accède aux documents du 97 rue du Bac au moment où ses parents adoptifs partent à l'EHPAD, parce qu'effectivement, elle vide cet appartement, elle lit des choses en 2020 quand ses parents adoptifs partent à l'EHPAD, mais elle a déjà des souvenirs extrêmement préétablis, stables et clairs. C'est pas de la recomposition, c'est simplement que les souvenirs qu'elle a vont faire sens, les souvenirs qu'elle a d'enfant vont faire sens avec des documents qu'elle retrouve adultes. Et c'est cette indexation-là qui va faire qu'elle va être capable, en fait, de mettre du sens et de la clarté dans cette histoire et les choses aux bons endroits. Ça, quand on me l'a expliqué, déjà, pour ma conviction, ça a été très important. Ensuite, il y a ce que je disais au tout début, il y a les livres de ces hommes, qui pour moi sont des clés, en fait. Quand on relit les œuvres, on voit des choses qu'on ne voulait pas voir, qu'on ne pouvait pas voir à l'époque. On ne regarde pas les films de la même manière, on ne lit pas les livres de la même manière, et ça a été extrêmement important. Et il y a ensuite, évidemment, la quête, qui est la sienne. Je la vois faire depuis 2 ans, les investigations continuent, je l'ai accompagnée, j'ai fait aussi mes investigations, parfois nous nous sommes croisés, parfois pas. Et ça, en fait, ça a été des chocs de réalité, ce que j'appelle dans le livre des chocs de réalité, outre les autres témoins que j'ai trouvés et qu'elle ne pouvait pas connaître. C'est-à-dire que moi, j'ai retrouvé des signes d'extériorité, t'employais tout à l'heure ce terme qui est hyper important, d'extériorité qui venaient rencontrer sa parole sans qu'elle ne puisse connaître les personnes en question. Et il y a notamment une personne qui est très importante, qui est Thomas Legrand, qui est éditorialiste aujourd'hui politique à Libé, qui était le voisin, qui habitait de l'autre côté de la cour, au 97 rue du Bac. Le 97, quand on rentre, il y a un porche, puis il y a une cour intérieure, et les Legrand, ils habitaient juste de l'autre côté.
Et Thomas, qui a une dizaine d'années de plus qu'Inès, était ado quand elle était enfant et avait un regard beaucoup plus mature sur ce qui se passait au 97 rue du Bac. Et quand Thomas monte me voir le lendemain de la publication du premier épisode dans l'IB, j'avais déjà pas de doute, mais là je pouvais plus en avoir. Je commençais à avoir de l'extériorité et depuis 1 an et demi, je suis nourri que par de l'extériorité. Et donc ça, c'est effectivement extrêmement important. Et la dernière chose, c'est le doute. C'est-à-dire que moi, je pense que le doute, c'est quelque chose d'extrêmement inconfortable quand on est journaliste. Et pour autant, c'est un compagnon de route extrêmement important parce que c'est grâce à ça qu'on vérifie 10 fois, 20 fois. Plus on doute, plus on est exigeant. Plus on est exigeant, plus on trouve des éléments. Et moins il y a de failles dans notre raisonnement. Et le doute, en fait, il ne faut pas l'écarter, il faut l'écouter, il faut l'accepter, il faut l'admettre et il faut en faire quelque chose. Tu parlais d'expertise psychiatrique et tout. Il y a des mauvais génies aussi dans cette histoire. Ce sont les experts psychiatres. D'ailleurs, est-ce que Inès il y a eu une expertise psychiatrique là concernant sur l'authenticité, la véracité? Ouais. Qui donne quoi comme... Qui est ce que je racontais tout à l'heure sur la façon dont en fait les choses préexistaient d'abord dans sa mémoire à elle, c'est-à-dire quelqu'un qui en fait a des souvenirs authentiques qui sont enfouis, qui deviennent en fait des sensations. La mémoire d'un enfant, alors je suis pas expert psy, donc je vais être modeste sur cette partie, mais la mémoire d'un enfant victime de violences de ce type est d'abord bâtie par des éléments sensoriels. Et elle, comme beaucoup d'autres enfants, et j'ai pu voir, j'ai pu vérifier, moi, ce type de preuves, en fait, ces éléments de preuve dans d'autres types d'affaires et types de procès, c'est des éléments d'identification qui vont être des détails visuels ou des éléments olfactifs. Chez Inès, ce qui est extrêmement fort, c'est l'olfactif. C'est-à-dire qu'elle affirme... Elle a les odeurs corporelles. Avoir en elle figé les odeurs de ces hommes. Ça, c'est extrêmement important. Et cet expert explique la valeur de ce type de preuve dans ce type de dossier. Il n'y a pas plus tard que lundi dernier, j'étais au procès en appel à la Cour d'appel de Versailles de Dominique Boutonnat, l'ex-président du CNC. Qu'on retrouve dans ton bouquin, d'ailleurs. Qu'on retrouve effectivement dans le bouquin parce qu'il est lié à un personnage du livre. Il est mis en cause par son filleul qui dénonce des agressions sexuelles commises sur lui en 2020 dans leur maison de dans la maison de vacances de Boutonnat en Grèce. Et le filleul dit la même chose. L'un des souvenirs les plus forts qu'il a de ce moment, c'est les odeurs corporelles de Dominique Boutonnat. Donc ça, c'est extrêmement important. Et l'expert explique qu'en fait, c'est une femme qui vit avec des éléments sensoriels pendant des années, que ces éléments sensoriels vont être jugulés par la nouvelle vie d'adulte qu'elle a et le fait de ne pas vouloir se mêler de ce passé, de vouloir le laisser derrière elle, parce qu'Inès Chatin est quelqu'un qui a malgré tout réussi à faire sa vie, qui s'est marié, qui a eu deux garçons, qui est parti vivre en Haute-Savoie, qui a eu besoin pendant une longue période de laisser tout ça derrière elle, avant d'avoir besoin, comme d'autres, de réouvrir tout ça, de l'affronter, de le regarder, de le comprendre et d'en faire quelque chose de judiciaire. Et ça, en fait, c'est assez contre-intuitif pour des gens comme nous, qui ne sont pas forcément victimes de violences, ou même pour le grand public qui n'est pas adapté à ces types de mécanismes. Et l'expert psy, moi, me les a très bien expliqués, et j'ai tenu à très bien les expliquer, pour qu'il y ait de la pédagogie, et pour que ceux qui continuent de dire « mais enfin, pourquoi on parle 40 ans après ?» se disent « en fait, c'est logique ». Là, tu parles des experts psy des bons, mais il y en a un qui est mauvais et qu'on connaît bien à Blas, c'est Roland Coutenceau. J'étais assez surpris de le retrouver dans ton livre, parce que nous, dans l'enquête d'Armanin, Sophie Patterson, Coutenceau a fait une expertise destructrice pour Sophie Patterson. J'ouvre cette petite parenthèse. En tout cas, il a de manière... c'est l'expert qui a expertisé Jean-Marie Brasilier, le père de Mathilde Brasilier, qui a fait l'objet d'une enquête judiciaire qui a été classée sans suite à l'époque. Mais enfin, moi, j'ai vu des éléments de cette procédure judiciaire qui me paraît quand même
assez particulière, avec des propos complètement délirants de justification de Jean-Marie Brasilier, qui explique que c'est sa fille qui est sa petite fille, qui est une tentatrice. Parce qu'en fait, là, il faut remettre un peu de contexte. Mathilde Brasilier, qui témoigne dans le livre, dénonce des faits d'inceste commis par son père, qui ont été reproduits sur sa propre fille à elle, donc de grand-père à petite-fille. Et la procédure judiciaire, c'est sur la petite-fille qu'elle s'est déroulée. Et Jean-Marie Brasilier explique aux policiers qui l'interrogent que sa petite-fille est une tentatrice, vient le caresser, recherche de la sexualité, vient dans son lit, et que lui est parfaitement innocent, qu'en fait c'est elle qui est une allumeuse, pour faire simple. Et Roland Coutenceau est l'expert de Jean-Marie Brasilier, qui expertise Jean-Marie Brasilier, et qui, effectivement, au cours de sa carrière, a été décrié, a fait l'objet de plaintes, etc. Ouais, et puis il crédibilise ça. Alors, je voudrais venir sur un élément. On pourrait parler des heures, mais c'est le silence après la sortie de tes papiers dans Libé, quoi. Donc je vais te lire, c'est page 97, tu dis « Il y a eu ensuite le silence absolu des mis en cause. Alors qu'on s'attendait à Libération à une réponse vigoureuse de leur part, rien ne vient. Maître Jérémy Assous, conseil de Gibault, qui nous avait promis une tempête de droits de réponse et d'assignation, est silencieux. Pas un communiqué, pas une apparition médiatique. Dans Paris, on me soumet désormais une théorie qui me laisse perplexe, se taire pour ne pas remettre une pièce dans la machine. Argument auquel je rétorque que si j'étais accusé à tort de tels faits, je veillerais au contraire à le faire savoir. Enfin, il y a le silence assourdissant des autres victimes potentielles, celles dont Inès a donné les noms à l'OFMIN. L'OFMIN, c'est l'Office des mineurs qui est en charge de l'enquête. Ouais. Par égard, elle les a prévenus en amont de sa démarche. Les mails et SMS que je leur envoie sont lus, mais restent lettres mortes. Comment t'expliques ? Et puis il y a aussi le silence médiatique. Il y a eu très peu de reprises. C'est d'ailleurs un peu pour ça que t'écris le livre aussi. Oui. C'est l'une des motivations du livre au départ. Je tiens vraiment par ailleurs à remercier, à rendre hommage aux éditions Lattès et à Anne-Sophie Stefanini qui a eu envie qui a été mon éditrice et qui a voulu publier ce livre, parce qu'en réalité c'est un livre qui n'est absolument pas facile à faire, et elle a vraiment fait ce geste et ce serment de vouloir le faire, et c'était quelque chose d'extrêmement fort et important. Le silence, alors il y en a partout des silences. Moi je pense d'abord que le silence il est culturel dans la société dont on parle, c'est-à-dire la très haute bourgeoisie, qui règle quand même d'abord son linge sale en famille. C'est plus qu'un usage, c'est une pratique. Voilà, c'est vraiment une culture, c'est une manière de fonctionner. On est dans des familles où je pense que la clé, c'est quand même ce qui les relie, ce sont des familles de pouvoir, avec du nom, de la réputation, du patrimoine, de la visibilité. Et donc, on essaye, évidemment, par tous les moyens, d'éviter d'éroder et d'érailler ça. On veut pas obscurcir et salir la façade. Donc, le silence, d'abord, c'est un moyen de protéger ça. La deuxième chose, le silence des autres victimes potentielles, ça je l'explique pas. Peut-être que d'abord toutes ne sont pas là. La question qu'on se pose, moi j'ai été confronté à beaucoup de suicides, beaucoup de disparitions dans ces familles, donc est-ce que toutes les victimes sont encore parmi nous ? C'est une question. La deuxième chose, c'est que ce sont des faits d'une violence inouïe, même si on est encore là, dans quel état est-on après ça ? Est-ce que ces gens ont aussi, 40 ans après, pu acquérir à des situations qui font que c'est pas extrêmement simple de parler, de reprendre la parole ? Est-ce que ces gens sont devenus à leur tour père, mère de famille ? Oui, non. Sont devenus, pareil, des gens de cette société, donc sont devenus à leur tour avocats, donc dans des professions où il est encore assez peu convenu de parler de ce genre de choses. Ça, c'est une autre question. Et puis, il y a le silence, effectivement, médiatique. Alors là, le silence médiatique, pour moi, il a peut-être plusieurs explications. J'écarte pas une forme de lâcheté générale, je le dis. Il y a quand même qu'on n'a pas eu de chance. C'est que moi, au moment où je fais tous mes contradictoires, le 9 juin 2024,
c'est un vendredi et que le dimanche qui suit, Emmanuel Macron dissout l'Assemblée nationale. C'est aussi ça, les histoires les sous-histoires d'une enquête ou la vie du journalisme, c'est que là, pour le coup, c'est pas de bol. Je tombe dans un moment d'effusion politique absolument inouï, qui a beaucoup occupé les confrères, mais qui rejoint peut-être aussi la question de la lâcheté, c'est-à-dire que du coup, beaucoup avaient une bonne raison de ne pas s'en mêler. Peut-être que la pédocriminalité fait peur, peut-être qu'à l'époque, le témoignage d'Inès Chatin, à lui seul, ne suffisait pas vraiment. Moi, je suis prêt à entendre certaines choses. C'est pas simple de reprendre ce type d'affaires quand même quand on n'a pas fait la traversée que moi j'ai faite. Ça, je le dis aussi parce que moi, avant de publier dans Libé au mois de juin 2024, je travaille quand même déjà avec elle depuis début février. Donc, je pense qu'il faut avoir vécu ces 5 mois-là pour pouvoir pleinement souscrire à ce témoignage-là. Après, la dernière chose, c'est que, en tout cas, le livre, c'était une façon de pas vouloir s'arrêter à ce silence, de vouloir le dépasser. Et en fait, on voit aussi que le fait d'avoir mis des témoignages polyphoniques et collectifs dans le livre, ça vient dessiner quelque chose de plus solide sur lequel aujourd'hui les médias s'accrochent. Et là, tu parlais d'une enquête préliminaire, elle a été ouverte après les papiers de Libé ou Non, Inès, elle dépose plainte en décembre 2023. C'est-à-dire que les révélations qu'elle fait ne sont pas des révélations à Libération, à la base. Tous ces noms que moi je révèle en 2024, en fait, elle les a déjà faites à la police et à la justice. Et l'enquête préliminaire est toujours en cours aujourd'hui ? Elle est toujours ouverte, ouais. Elle est toujours ouverte, sauf surprise de ces derniers jours. Mais est-ce qu'il y a des prescriptions ? Les faits sont prescrits, mais dans ce type de cas, aujourd'hui, la règle est que le parquet de Paris, en tout cas, ouvre des enquêtes avec la possibilité pour d'autres victimes de se faire connaître, elles non prescrites, et pour permettre en fait que des enquêtes puissent se dérouler quand même si des victimes non prescrites devaient se manifester. Et là, c'est quoi la tendance ? Tu penses quoi ? Qu'il y a une petite chance d'une ouverture d'information ou... L'enquête... Les échos que tu as des avocats... Les échos qu'on a, c'est que l'OFMIN a fait un certain nombre d'actes. Il n'est pas extrêmement clair de savoir exactement lesquels. Les avocats d'Inès ont transmis à de multiples reprises à la justice et au parquet de Paris de nouveaux éléments. Pour l'instant, il n'y a pas de grande célérité de la justice de s'en saisir. Il y a une demande de réaudition d'Inès qui, pour l'instant, demeure sans réponse. Il y a des nouveaux éléments qui sont dans le livre, avec notamment le témoignage d'une femme dans le chapitre 6 qui s'appelle, que j'ai mis sous pseudo et qui s'appelle Laura. Et qui, elle, affirme avoir vécu des séances du même type et désigne également Gabriel Matzneff. On ne sait pas ce que la justice en fera ou n'en fera pas. Ce qu'on entrevoit quand même, en tout cas dans la juridiction parisienne, c'est que ce qui occupe beaucoup le parquet des mineurs, et évidemment on le comprend, c'est les affaires du périscolaire parisien. Donc il y a forcément un ordre de priorité, on va dire comme ça, sur des enfants qui sont objectivement en danger à l'instant T. Et une femme comme Inès qui a 52 ans aujourd'hui et qui n'est plus en danger. Néanmoins, Inès ne peut absolument pas entendre que son cas ne soit pas investigué. Et elle est dans quel état d'esprit depuis les papiers, le livre, comment elle vit maintenant, là, comment tout ça ? Elle veut éviter à tout prix que le silence, qui est son pire ennemi, se réinstalle. Et elle entend que le livre soit un objet, mais que surtout, il ne se passe pas la même chose finalement qu'après la Familia Grande Camille Kouchner, qui a soulevé d'énormes espoirs, avec notamment aussi la création de la Civise. Civise, qui est une institution qui a recueilli des centaines, des milliers de témoignages, et puis qui s'est effondrée. Et
Dis-moi encore une question sur l'enquête, enfin ce que tu esquisses comme piste au niveau de cette association de familles adoptives, l'enquête en Charente-Maritime, les adoptions d'enfants, etc. Il y a quand même des faits assez troublants. Est-ce que là, il y a une enquête préliminaire? Est-ce qu'il y a des choses qui sont faites? Ce qui concerne l'adoption a été dénoncé à l'OFMIN en même temps que les violences pédocriminelles. Et c'est dans le même l'enquête préliminaire, elle couvre les deux champs. D'accord. Avec cette question de ce sur quoi la justice décide d'enquêter ou pas. Parce que là, on se pose beaucoup de questions, quoi. Ouais. Et je voudrais citer pour finir une avocate dont tu parles avec beaucoup de chaleur dans le livre, qui s'appelle Marie Grimaud, qui est l'avocate d'Inès. Elle dit, sur la pédocriminalité, la société a toujours une génération de retard, quoi. On doit être dans ce cas de figure-là aujourd'hui, non ? Oui, je pense que c'est ce qui fait que beaucoup de victimes aujourd'hui se mettent à parler, et vraiment avec une... On voit que beaucoup d'hommes parlent désormais. Pendant très longtemps, on n'entendait pas les hommes victimes. Enfin, il y avait des cas, évidemment, il y en a de plus en plus. Là, il y a eu aussi le livre de Frédéric Pommier, qui est sorti il y a quelques jours. On a effectivement toujours une génération de retard, et je crois que ce qui est quand même en train de se passer, c'est qu'on voit que ce sujet devient un sujet quand même de société de manière générale. On le voit monter, il y a eu différents événements, l'affaire Le Squarneck qui a contribué à la libération de la parole, l'affaire Betaram. On parle beaucoup de ce qui se passe dans les instituts privés, catholiques, mais pas que. Aujourd'hui, c'est le périscolaire parisien. Il y a les hommes de la rue du Bac. Il ne se passe pas aujourd'hui une semaine en France sans qu'on parle d'affaires de ce type. Et toi, tu continues à te spécialiser dans là, enfin, t'as envie de changer d'air ou t'es bien dans, tu continues? À la fois, je continue parce que on a ouvert tellement de pistes qu'on aimerait continuer de progresser. Alors, la fin de l'histoire, je suis pas sûr qu'on la connaisse de manière définitive et totale, mais d'essayer de la comprendre, en tout cas, de manière de plus en plus presque exhaustive, si j'ai envie de dire. Et en même temps, j'ai aussi vraiment besoin de changer d'air. Je te comprends. Willy Ledevin, je te remercie infiniment d'être venu. C'est un formidable bouquin. Merci à vous. J'espère qu'on va en offrir à nos blasters. Les blasters, c'est les gens qui s'abonnent à Blast ou qui sont sociétaires. J'en profite pour en fin d'entretien, pour faire ces entretiens. Nous, on a accès libre, hein. Donc on n'a pas de sponsors et de donateurs, si ce n'est le public. Donc abonnez-vous à Blast et devenez sociétaire. On va lancer une campagne pour devenir sociétaire, c'est-à-dire avoir le pouvoir de me virer, par exemple, ou de nous aider à nous développer. Voilà, je te remercie infiniment. Et puis, bonne route, quoi. Et puis, lisez ce bouquin, c'est édifiant. Salut tout le monde. Salut Willy. Merci.